Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau Nouvel Esprit Public, au cours duquel nous allons tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec Isabelle de Gaulmin, rédactrice en chef du quotidien La Croix, Béatrice Gibelin, directrice de la revue Hérodote, Lucille Schmid, vice-présidente de la Fabrique écologique, et Michaela Wiegel, correspondante à Paris de la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1 qui a pour titre cette semaine « Pesticides, des poisons en vente libre ?» Il est ainsi chapeauté: lorsque l'on s'intéresse aux conséquences sanitaires et environnementales des pesticides, on en vient à se demander pourquoi des produits aux effets si dangereux pour la santé sont mis en circulation avec peu d'autres contrôleurs que ceux qui les produisent et qui bénéficient d'un jeu d'influence funeste entre les lobbies agrochimiques et le pouvoir. Nous mettrons en ligne mercredi la suite de notre conversation avec Brigitte Lefebvre, qui fut durant 20 ans directrice de la danse à l'Opéra national de Paris, mais qui fut aussi dans les années 70, avec le Théâtre du Silence, une pionnière de la désinstitutionnalisation et de la décentralisation de la danse. Notre prochaine émission publique à l'école alsacienne aura lieu le 25 juin, donc dimanche prochain. Cette émission est une émission thématique autour d'un invité, Alain Aspect, c'est aussi prix Nobel de physique pour ses travaux de physique quantique. C'est aussi la 300e de nos émissions depuis la création du Nouvel Esprit Public, et c'est une émission qui sera enregistrée en partenariat avec Philosophie Magazine. Vous pouvez bien entendu vous inscrire d'ores et déjà sur notre site pour venir assister à cette émission et participer à la conversation avec Alain Aspect qui s'en suivra. Je ne vous rappelle pas que vos contributions nous font vivre et que nous les accueillons avec gratitude et que plus elles sont nombreuses, plus notre gratitude nous permet un sommeil paisible, ce qui n'est pas toujours le cas. Nous allons nous intéresser maintenant aux déserts médicaux et rappeler qu'un Français sur 10, plus de 6 millions de personnes, n'a pas de généraliste à proximité de chez lui, alors que la population vieillit. En 10 ans, le nombre de généralistes a baissé de 3%. Ils sont 53 000 en exercice. 1 sur 4 est en âge de partir à la retraite. Et pour 2 médecins sur le départ, un seul peut prendre le relais. Selon une étude de la Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques, la DRES, publiée le 25 mai, les 2/3 des médecins généralistes déclarent désormais refuser des patients comme médecins traitants, contre 53% en 2019, et 8 médecins sur 10 jugent que les médecins ne sont pas assez nombreux dans leurs zones géographiques respectives, c'est-à-dire 11 points de plus qu'en 2019. Durant les 30 Glorieuses, le nombre de médecins explosait. Avec le choc pétrolier et le ralentissement de l'activité économique, les dépenses de santé ont alors été jugées dispendieuses et les pouvoirs publics ont mis en place la contrainte du numerus clausus. Mécaniquement, au début des années 2000, le nombre de médecins n'a augmenté qu'à la marge, diminuant même dans les rangs des généralistes, tandis qu'en parallèle, les besoins ne cessaient d'augmenter avec une population qui vieillissait et une demande de soins en hausse. Depuis les années 2000, chaque ministre a fait son plan, des aides, des bourses, des incitations, des soutiens. La panoplie des outils incitatifs n'a pas marché et aucun gouvernement n'a mis en place de régulation ou de coercition. Face à ce problème, l'Assemblée nationale a lancé lundi l'examen d'un texte de la majorité sur l'accès aux soins. Dans son préambule, il indique que 87% du territoire est un désert médical, résultat d'une longue fragilisation du système de santé et d'aspiration professionnelle des nouvelles générations, jusqu'à présent mal anticipée. La loi devrait notamment permettre de simplifier l'exercice des praticiens diplômés hors de l'Union européenne et de s'opposer à l'intérim médical dans certains établissements en début de carrière, ou encore élargir le nombre d'étudiants pouvant signer des contrats d'engagement de service public avec une allocation mensuelle versée en contrepartie d'un engagement dans un désert médical. Sous la pression de l'exécutif, une mesure a été supprimée, la régulation de l'installation des médecins, censée lutter contre les déserts médicaux. Le ministre de la Santé reste opposé à la coercition à l'installation, alors que le député socialiste Guillaume Garot, qui considère cette mesure comme un levier indispensable, a décidé de déposer un amendement pour la réintégrer, soulignant qu'il y a aujourd'hui
18 fois plus d'ophtalmos par habitant à Paris que dans la Creuse, 23 fois plus de dermatos dans la capitale que dans la Nièvre, et 3 fois plus de généralistes par habitant dans les Hautes-Alpes que dans l'Eure. Sur cette question, Isabelle de Golemin. Oui, merci Philippe. Alors, ce que je trouve que c'est un sujet passionnant parce qu'en fait, il est au croisement de plein de contradictions de notre pays et de notre population. La première, c'est le problème de l'aménagement du territoire, parce qu'évidemment, les déserts médicaux, ça fait penser à un livre, Paris et le désert français, dont les plus anciens se souviendront. Et c'est vrai que nous avons à la fois une égalité et une demande d'un meilleur aménagement du territoire, et c'est pas nouveau, et en même temps une difficulté d'habiter notre territoire. Donc là, on est sur un territoire de plus en plus déséquilibré, et on voudrait l'inverse, et on se dit très soucieux de cet équilibre. La deuxième contradiction, c'est la santé. Parce que là, effectivement, on a une tendance à de plus en plus soigner, on est extrêmement exigeant et on est très demandeur de tous les nouveaux médicaments. Et on n'a absolument pas le droit de remettre en cause cette espèce de droit à être soigné de la meilleure manière possible et pour tous les problèmes. Et ça, c'est une deuxième difficulté. La troisième, c'est notre rapport à l'État ou aux structures publiques. C'est-à-dire que le secteur médical, il est quand même complètement financé ou quasi complètement financé par des fonds publics ou parapublics. Et les bénéficiaires, les médecins libéraux, se font les héros en France de la liberté d'entreprendre et du libéralisme. Ça, c'est des médecins libéraux d'ailleurs. Rien que le nom, c'est plutôt contradictoire. Donc ça, c'est la troisième contradiction. À ça s'est ajouté, je pense, ces dernières années, deux choses. C'est le Covid, qui a montré quand même de manière assez dramatique toutes les insuffisances de notre système de santé, et puis le vieillissement, qui évidemment entraîne une demande de soins supplémentaire. Alors moi, la première chose par rapport à ça, c'est que je dirais personnellement, alors j'espère qu'il n'y a pas trop de médecins libéraux qui nous écoutent, c'est que moi, ça ne me choquerait pas qu'on fixe des choses beaucoup plus... des objectifs beaucoup plus contraints pour les médecins quand ils sortent de leurs études. Alors ils disent tous, on a fait 10 ans d'études, on a commencé notre vie. C'est vrai pour les magistrats, c'est vrai pour les professeurs. Enfin, je veux dire, il y a plein de gens qui n'ont pas une liberté d'aller où ils veulent parce qu'ils sont financés par l'État. C'est quand même le cas des médecins financés par l'État et puis par nous. Donc ça, c'est vrai qu'on voit bien que derrière toute cette bataille de la contrainte, il y a le poids d'un secteur, les médecins et les médecins libéraux notamment, qui a une forte capacité de lobbying politique. Ils sont surreprésentés au Parlement, qui sont en plus très écoutés. Le médecin, c'est encore... je veux dire, avant, il y avait le curé et le médecin. Maintenant, il n'y a plus le curé, mais il y a toujours le médecin. C'est des gens qui sont très valorisés encore en France. Et donc, c'est difficile de s'y attaquer. Mais moi, je pense... Honnêtement, ça ne me choque pas. Par contre, ce qu'il faudrait voir, c'est l'efficacité de ça. Et c'est vrai qu'on n'a pas d'exemple de bonne efficacité d'un système très planifié et très centralisé. Et d'ailleurs, il ne faut quand même pas oublier que si on en est là, c'est parce qu'on a voulu à un moment planifier l'accès des étudiants à la médecine. C'est-à-dire qu'on a fait des numerus clausus énormes. On connaît tous des étudiants qui sont maintenant plus étudiants et qui ont raté leurs études de médecine alors qu'ils étaient très bons. Donc maintenant, au contraire, on dit on en a trop sélectionné, donc il faut au contraire réouvrir les vannes, mais on voit bien que le système trop bureaucratique ne fonctionne pas. Donc à mon avis, ça serait pas efficace peut-être de faire plus de contraintes au niveau des régions. Mais en plus, on a un problème, c'est que de toute façon, même si effectivement à Paris, il y a beaucoup d'ophtalmos, etc., on est quand même dans un contexte de pénurie. C'est-à-dire que mieux répartir la misère, c'est quand même toujours être dans la misère. Donc c'est compliqué. Donc il y a d'abord un problème d'offre et d'insuffisance de médecins, et qu'on ne pourra combler que dans 10 ans, puisqu'il faut 10 ans pour former un médecin. Alors par rapport à ça, moi je pense qu'il y a quand même des choses qui fonctionnent pas si mal. C'est les maisons de santé, pas partout, mais quand même. C'est-à-dire de plus en plus cette tendance à regrouper tous les professionnels médicaux dans un endroit, de façon à ce qu'ils se renforcent entre eux, qu'ils travaillent entre eux. Et c'est plus le médecin tout seul dans sa campagne, mais c'est tout un écosystème. Ça marche bien, je crois, et c'est la nouvelle loi, enfin la loi qui est en train d'être votée le prévoit
voie. Alors j'espère que ça va quand même être accepté. Il faut faire des obligations de permanence. Ça me paraît essentiel. Autrefois, les médecins libéraux, ils avaient des permanences de nuit. Et je pense que ça fait partie du métier. Vous êtes journaliste, vous avez aussi des permanences. Voilà, c'est un métier avec des permanences. Il faut réintroduire ces obligations de permanence. Il faut sans doute permettre beaucoup plus à d'autres personnels soignants de faire leur de participer à ces soins, notamment les infirmiers, les kinés, les aides les aides médicaux, etc. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses, les pharmaciens aussi, il y a beaucoup de choses qu'on peut déléguer à d'autres personnes. Les médecins sont un peu contre, mais ça c'est pas très grave. Et il faut absolument que petit à petit on arrive à déléguer les soins. Et puis peut-être, et ça c'est plus compliqué, il faudrait qu'on ait un autre rapport aux soins. Moi je ferais volontiers la comparaison avec l'écologie, hein, où on parle de décroissance. Il faut quand même qu'on se pose la question de notre système de soins qui repose sur une croissance, mais qui est une croissance complètement prise en main par l'État, donc qui n'est absolument pas naturelle. Donc est-ce qu'il ne faut pas non plus dire aux gens de moins se soigner pour la moindre petite chose? Lucille Schmitt. Oui, merci Philippe. Moi, je pense que sur ce sujet, il y a effectivement, comme le dit Isabelle de Golemin, il y a une sorte de carrefour. Et pour commencer, il y a aussi un sujet de définition. C'est-à-dire qu'au fond, dire qu'il y a 87% du territoire qui est en désert médical, je trouve ça quand même assez extraordinaire. C'est-à-dire que peut-être qu'on peut dire qu'il y a 40% du territoire qui est en désert médical. C'est en fait, on est entre 40% et 87% selon les analyses. Et l'adresse dont vous parliez, par exemple, considère qu'un désert médical, c'est quand les habitants d'un territoire font moins de 2 consultations et demie par an. Alors, c'est un indicateur comme un autre, et on voit bien que c'est un indicateur assez absurde. C'est-à-dire que ça dépend de l'état de santé, ça dépend si on veut trouver un ophtalmo, si on veut trouver un médecin généraliste, si on veut faire des radios, etc. Et en tout cas, on sait que définir la notion de désert médical reste devant nous. La deuxième chose qui me semble importante, c'est aussi d'essayer de définir qu'est-ce qu'on appelle, pardon de le dire, un médecin. C'est-à-dire que c'est une catégorie ultra hétérogène. Il y a à la fois des médecins spécialistes, des médecins généralistes qui sont le plus souvent maintenant des médecins traitants, et il y a des hétérogénéités de niveau de revenu entre médecins selon la spécialité. On sait que les oncologues, par exemple, ceux qui soignent le cancer, gagnent très bien leur vie. On sait que les chirurgiens gagnent très bien leur vie. Et on sait qu'il y a une longue plainte des médecins généralistes traitants pour dire « nous, on gagne moins notre vie ». Et par ailleurs, on est au contact de la souffrance sociale, c'est-à-dire que c'est eux qui soignent les étrangers sans papier, les CMU, etc. Par ailleurs, quand vous regardez leur niveau de revenu, il est plutôt très correct par rapport à d'autres spécialités. Donc, on est dans une situation où les médecins sont présentés comme une catégorie homogène, alors que si on est un médecin de campagne, si on est un ophtalmo en ville, si on fait de la télémédecine, on est dans une situation extraordinairement différente. La réalité, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on a une médecine à plusieurs vitesses et que, par exemple, les dépassements d'honoraires sont devenus la règle lorsqu'il s'agit des spécialistes. Le fait de pouvoir accéder même à un médecin est devenu plus compliqué si vous n'avez pas un réseau et par exemple si vous voulez trouver un nouveau médecin généraliste. Donc toute cette situation hétérogène rend difficile la définition, à mon sens, des bons remèdes. Et on voit bien que la discussion qui a eu lieu à l'Assemblée nationale autour de ce slogan lancé par Guillaume Garot, « L'accès aux soins ne doit pas dépendre du code postal », est une discussion extraordinairement douloureuse et sensible pour nous, puisque au sein du modèle français, l'accès aux soins pour tous, l'égalité d'accès aux soins, fait partie du contrat social de manière structurante. Mais par rapport à ça, il me semble que la discussion à l'Assemblée nationale a été aussi une discussion de principe qui, par rapport à ce que disait Isabelle de Golemin, se heurte au principe de réalité, qui est que nous n'avons pas assez de jeunes médecins. Depuis les années 2000, il y a un sujet sur le numerus clausus, comme l'a dit Isabelle, et que par ailleurs, les jeunes médecins ne veulent plus s'installer, contrairement à ce que racontent les députés, parce qu'ils veulent faire les 35 heures, ils veulent avoir leur week-end, et ils veulent pouvoir, au fond, être salariés, alors même que jusqu'à présent, effectivement, la médecine était libérale. Ce qui veut dire que les jeunes médecins regroupés aujourd'hui nous ont dit, il y a 14% d'entre nous qui veulent bien s'installer, nous, on veut être salariés ou on veut remplacer, et on ne veut pas ouvrir nos cabinets. Et quand on regarde ça en termes de finances publiques, ce qui est très intéressant, c'est qu'un médecin libéral, contrairement peut-être à ce qu'on pourrait penser, il coûte moins cher aux finances publiques qu'un médecin qui est salarié parce qu'il fait 35 heures et auquel on paye les frais de cabinet. C'est-à-dire que, effectivement, comme l'a dit Isabelle de Golemin, aujourd'hui, les médecins disent nous, on fait de la médecine libérale, mais en fait, ils sont remboursés par la sécurité sociale et donc par nous. Mais par ailleurs, si on les met salariés, ça nous coûtera plus cher que lorsqu'ils sont remboursés par la sécurité sociale. Et puis, je terminerai en disant une chose, c'est qu'il y a aussi, chez le médecin généraliste, me semble-t-il, le sentiment d'un non-respect et de quelque chose qui s'est déclenché au moment de la pandémie,
où il faut le rappeler, la pandémie, ça a été d'abord le système hospitalier, ça a été le fait de pratiquer la vaccination, il fallait le faire à une échelle globale, et que par ailleurs, ces médecins étaient au contact, au fond, d'une population angoissée, qu'aujourd'hui, ils le disent, ils sont de plus en plus agressés, qu'ils ont affaire à des patients qui, parfois, comme le disait Isabelle de Golemin, sont consuméristes. Et donc, ce qui se passe autour de la médecine est à la fois quelque chose qui relève du respect. Ils étaient comme les curés, et comme les curés, ils sont en train de perdre leur situation, en fait. Et que du coup, la relation entre l'État et ses médecins est devenue une relation ultra conflictuelle. Je terminerai en rappelant que la convention médicale qui doit régir les relations entre l'État et les médecins n'a pas été signée en mars, et que du coup, on est aujourd'hui dans un régime provisoire où une inspectrice générale des affaires sociales à la retraite a décidé que dans les 6 mois, il fallait augmenter d'1,50 € la consultation des généralistes et des spécialistes. Même lorsqu'on a l'envie de considérer les médecins comme des patriciens, comme vous le disiez, on se dit, mais franchement, est-ce qu'ils ne mériteraient pas une augmentation d'au moins 3 €? Béatrice Gibelin. Bon, beaucoup de choses ont été dites, bien sûr. La notion de désert médical, effectivement, 87% du territoire en désert médical, sur ce critère, c'est évidemment très choquant et ne veut pas dire grand-chose. Y compris même désert médical en France, il faut aussi raison garder, si on compare évidemment dès qu'on passe à des pays du Sud, où là, évidemment, on est sur des ratios qui n'ont strictement rien à voir. Mais je dirais qu'on est un peu des enfants gâtés de la médecine, là aussi. Depuis que, quand Lucie le rappelle en disant, il y a au fond, on a chevillé au corps la légalité d'accès aux soins, elle n'a jamais existé. Soyons très clairs. Pendant très longtemps, les gens qui avaient la Sécu, comme on dit, étaient quand même pas très nombreux par rapport à les commerçants qui ne l'avaient pas, les agriculteurs qui ne l'avaient pas, et y compris des régimes particuliers d'un certain nombre de corps de métier. Les mineurs avec la médecine gratuite, et j'aurais peut-être préféré avoir la santé plutôt que la médecine gratuite, mais c'était pas comme ça que les choses se posaient. Donc il n'y a jamais eu véritablement d'accès. Et il n'y a jamais eu véritablement abondance de médecins. On avait effectivement des médecins de campagne, qui devient même un peu, j'allais dire, un mythe, puisqu'on en fait des films ou des séries, qui étaient taillables et corvéables à merci. Avec une caractéristique, c'est que les femmes ne travaillaient pas. Aujourd'hui, tout est radicalement différent. La moitié des médecins sont des femmes. Ça, c'est un changement colossal. Donc, évidemment, le besoin du salariat, évidemment, le besoin des 35 heures et de ne plus avoir de garde. Et la chose qui était le plus étonnant, c'est comment, en 2003, on a supprimé ce qui existait, c'est-à-dire les gardes pendant le week-end et pendant la nuit. C'est bien le résultat d'un lobby politique des médecins qui a fait qu'on a supprimé les gardes et qui explique en partie l'encombrement des urgences à l'hôpital, puisque eux seuls sont ouverts 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc ça me semble vraiment des changements profonds sur lesquels il faut revenir. Lucie l'a dit, 14% effectivement des médecins s'installent en libéral. Alors on se calme. Alors je veux bien que ce soit un lobby très puissant et qu'ils soient nombreux au Parlement. Ils l'ont toujours été. Je rappellerai simplement qu'à la fin du 19e, au moment de la vaccination, au pays de Pasteur, la France a été le dernier des pays à accepter le vaccin, sous la pression des médecins qui n'en voulaient pas. Donc on voit bien qu'il va falloir un certain courage politique à un moment ou à un autre pour dire maintenant, ça suffit. Mais on a tellement peur, souvenez-vous peut-être d'une grève en 2002, qui a été une grève très importante des médecins, où tous les blouses blanches étaient dans la rue, et où il y a eu un recul du pouvoir qui a fait qu'en 2003, on a supprimé le système des gardes. Donc on est dans un rapport de force politique, où on joue sur une opinion publique et l'image du médecin pour la patientèle, qui commence à se dégrader, mais qui reste encore extrêmement forte, et que on n'a pas joué seulement contre les médecins, il va falloir expliquer à l'opinion publique en quoi, aujourd'hui, il va falloir changer complètement les choses. Et moi, j'en arrive à me dire, est-ce que c'est le système de la médecine libérale qu'il faut garder quand on n'a que 14% d'une promotion de médecins qui s'installe en libéral et qu'on a essentiellement des salariés ou des gens qui font remplaçants, parce que la proportion de remplaçants, c'est presque un quart, c'est 23,6.
1% de gens qui fonctionnent qu'en remplaçant. Donc, ils ne cherchent pas à avoir le contact avec la clientèle, ils ne cherchent pas à suivre forcément le malade, à bien le connaître, puisqu'ils vont jongler d'un endroit à un autre. Donc, il y a vraiment à repenser, pas seulement l'obligation d'aller s'installer quelque part, mais à repenser vraiment notre système de médecine. Et puis, la dernière chose, c'est que quand vous avez 10 habitants au kilomètre carré à certains endroits, vous ne pouvez pas demander à avoir tous les services de médecine comme vous les avez dans un endroit où on est à 2000 habitants au kilomètre carré. Faites une France de 100 millions de Français et on aura moins de problèmes. Michaela Wiegel, pour oui, un regard... alors ce qui me fascine sur ce sujet, c'est qu'on discute comme si la France était une île, alors que la France est déjà dans un marché de la santé qui est de plus en plus compétitif, un pays qui recrute, et notamment de l'autre côté de la Méditerranée, mais aussi sur les Balkans, des médecins, des aides-soignants, des infirmiers, et que nous sommes vraiment au sein d'une économie ouverte. Et donc, toutes ces idées qui reviennent toujours quand il y a un problème en France, de réglementer et de restreindre et de faire une petite attaque contre le libéralisme, je trouve, tout ça, c'est pas opérant. Et je trouve plutôt, quand on regarde les mots français actuels, ils sont le résultat d'un système déjà extrêmement réglementé. Je m'explique. Et je m'explique par rapport à l'Allemagne. En France, la sélection des futurs médecins, et vous l'avez mentionné, est très, très, très compétitif, très, très difficile sur des critères d'ailleurs où on peut quand même s'interroger si vraiment c'est ça qui fait finalement un bon médecin. Et après, sur les spécialités, encore une fois, c'est le fameux système français des concours, c'est-à-dire ce n'est pas celui qui a une volonté, une vocation pour faire une spécialité. Non, c'est purement la notation qui décide sur qui peut faire une spécialité. Donc, du coup, à la fin, on arrive à avoir des gens qui n'ont pas l'impression d'avoir eu une liberté de choisir ce qu'ils voulaient faire. Et c'est notamment le cas pour les généralistes, parce que, comme vous le savez, les généralistes, c'est ceux qui n'ont pas pu faire de spécialisation et qui sont un peu... depuis que la spécialité de médecin interniste a été créée, je nuancerai puisqu'ils exercent les fonctions de généralistes, mais sont des internistes qui ont fait une longue spécialisation qui les met au même niveau du nombre d'années d'études que les spécialistes. Oui, ils ont les mêmes pointus. nombres d'études, mais ils n'ont pas du tout les mêmes attentes de pouvoir s'établir et les mêmes attentes financières non plus. Donc, c'est ça que je voulais dire par la conscience des généralistes, c'est quand même un petit peu le sentiment qu'ils n'ont pas pu, en tous les cas, pour avoir parlé avec des jeunes qui avaient l'impression que la vocation de généraliste n'était plus valorisée comme elle l'était à l'époque où justement on avait les médecins de campagne qui étaient vraiment, avaient l'impression que c'était leur métier. Et je pense que sans vouloir... être trop à contre-courant de ce qui a été dit. Moi, j'ai l'impression ce qui manque, c'est cette envie d'exercer comme médecin et l'attractivité du métier. Et dans des sociétés, en Allemagne, on manque énormément aussi, pas de médecins, mais surtout de soignants. Et là, c'est clairement aussi un problème d'attractivité du métier. Et quand on crée pas les conditions que ça devient attractif, je crois ce qui est vraiment exceptionnel en France, c'est le nombre, et notamment des femmes médecins, qui s'arrêtent d'exercer. C'est-à-dire, dans d'autres pays, beaucoup de médecins continuent à exercer. En France, il y a beaucoup qui abandonnent ou font autre chose plus administratif et qui ne restent pas. Donc, je crois que c'est comme souvent, les conditions de travail qui sont à changer pour résoudre ce problème de sous-disponibilité des médecins. Isabelle de Oui, Goldman. juste deux toutes petites remarques. C'est sur les vocations, c'est intéressant parce qu'en fait, on est dans une époque où tous les anciens métiers à vocation
sont en crise. Hein. Qu'on parle des enseignants, des médecins, des infirmières, etc. Donc, la vocation ne suffit plus aujourd'hui. Et ça, je trouve ça intéressant. Et puis, c'est vrai que par rapport à ce que vous avez dit, la loi de M. Valtou, là, qui est en train d'être votée, effectivement, prévoit des passages beaucoup plus simples pour les médecins qui viennent d'Afrique du Nord ou des pays d'Europe de l'Est pour qu'ils puissent venir s'installer en France, venir travailler dans les hôpitaux. Et il y en a déjà beaucoup. Donc, de fait, c'est les mêmes qui ensuite vont critiquer la même chose droit pour les d'asile. prêtres. Il y a de plus en plus de prêtres polonais ou de prêtres zaïrois qui exercent dans des paroisses rurales qui n'avaient jamais entendu parler de la Pologne. Le pape François défend les migrants, alors que la droite française qui est en train de voter ce texte, elle ne défend pas vraiment les migrants. Mais bon, mais ça, c'est intéressant. Et puis, troisième petite remarque, c'est Lucille qui a parlé du télétravail, de la télémédecine. Moi, j'avoue, j'ai pas tellement d'idées là-dessus. C'est vrai que c'est tellement contraire à ce qu'on pense et au contact presque physique qu'on peut avoir avec un médecin, mais c'est quand même sans doute une voie à explorer. Béatrice Gibelin. Oui, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Michael, mais c'est pas seulement un problème d'attractivité. Il faut pas oublier que le numerus clausus a été une demande des médecins. Attention, on présente toujours comme étant une demande pour la Sécu étant d'accord, parce que elle pensait à tort que ça ferait baisser, évidemment, le nombre d'actes et le nombre de médicaments et d'ordonnances. Donc, il y a un problème chez les médecins qui ne voulaient pas partager le gâteau. C'est extrêmement important de se souvenir de ça. Je veux dire que la situation de la médecine aujourd'hui, il ne faut pas négliger la responsabilité de la Confédération du syndicat des médecins français, et je peux un peu en parler parce que j'ai eu un père qui a beaucoup milité dans cette confédération, et ce qui nous a donné l'objet de beaucoup de débats. Mais c'est extrêmement important de se rendre compte de ça. Encore aujourd'hui, les actes qu'on veut donner à des infirmiers avec une formation un peu supplémentaire, pour suivre des diabétiques, pour suivre des maladies chroniques, c'est le vent debout de la part des syndicats des médecins contre. Alors qu'on a une carte en géographie qui est extrêmement intéressante. C'est que dans les déserts médicaux tels qu'ils sont définis, on a énormément d'infirmiers. Je pense tout le sud, par exemple, du Massif central, où on a des densités faibles et où on a beaucoup d'infirmiers. Ils auraient parfaitement les moyens de faire un suivi et effectivement de conduire le patient chez le médecin quand ce serait le moment. C'est vent debout contre. Même chose pour des kinés. Donc il y a une mentalité aussi complètement... Et ce qui me surprend, c'est que même des jeunes médecins pensent comme ça. Donc il y a un travail à faire pour que des maisons de santé, pour qu'on partage le suivi de populations où on n'a pas forcément, systématiquement besoin d'aller chez le médecin. Le rôle des pharmaciens. On voit bien que la pénurie des médecins, les pharmaciens ne s'installent pas où ils veulent. Je repense à Roselyne Bachelot, ministre de la Santé, qui avait mené le combat pour effectivement qu'on ait une répartition des médecins plus... c'est un grand territoire, la France, peu peuplée. Donc, il y a un problème de répartition. C'est pas l'Allemagne. L'Allemagne n'est pas du tout dans la même configuration. Et on a demandé à Roselyne Bachelot de reculer. Elle avait, j'allais dire, l'audace de tenir bon. Mais elle a dû faire marche en arrière. Donc, il y a un vrai problème aussi de mentalité médicale. Lucille Schmitt. Oui, je pense qu'il y a plusieurs choses, en fait. Michaela Wiegel nous rappelait qu'il y a aussi une loi du marché et que la question économique joue également dans une économie ouverte. La question de la télémédecine ou la question de la multiplication, par exemple, des points ophtalmo... Point vision, c'est ça, c'est intéressant parce que, au fond, sur des spécialités qui manquent par rapport au vide territorial, il y a aussi des démarches qui sont à la fois médicales et commerciales qui apparaissent et on se pose forcément la question de mais qu'est-ce que sera le diagnostic et est-ce que je serai aussi bien soigné si je ne vois pas mon médecin et qu'il ne m'ausculte pas? C'est quand même un vrai sujet. Donc ça dépend évidemment de ce qu'on a et il faut apprendre à ce que la logique commerciale ne prenne pas le pas sur évidemment le soin médical. Et aujourd'hui, le fait qu'il y ait l'envie de gagner de l'argent sur la pénurie est quand même un truc assez préoccupant. La deuxième chose, c'est par rapport à cette question des médecins généralistes, qui est un vieux sujet. Et il y a évidemment une hiérarchie
implicite, mais qui est peut-être en train d'être remise en cause entre médecins généralistes et médecins spécialistes, avec l'idée que dans le classement, au fond, c'était les derniers du classement, ou ceux qui étaient moins classés, bien classés, en tout cas, qui étaient généralistes. Mais c'est moins vrai, parce que, comme le disait Philippe, la médecine générale est devenue une spécialité. C'est quand même assez intéressant. Donc, à partir de là, le débat, par exemple, sur le fait de rajouter une année d'internat pour mettre les médecins généralistes au même niveau que l'internat des médecins spécialistes, est un sujet qui peut sembler être un sujet corporatiste, mais je crois qu'il est important parce que s'y adosse la question financière. Et je voulais insister là-dessus. Aujourd'hui, beaucoup de choses se jouent aussi sur l'aspect financier parce que comme c'est une profession qui a une relation chaotique avec l'État, et pas seulement parce qu'elle est corporatiste, parce qu'elle est elle-même mal représentée, à mon avis, notamment du côté des médecins généralistes qui n'ont pas le temps d'y travailler, et que du coup, ceux qui représentent les médecins sont souvent plus corporatistes que les médecins auxquels nous avons affaire. Je veux dire, il y a quelque chose de dissocié entre ce que disent les syndicats de médecins et quand vous discutez avec vos médecins, par exemple. Et du coup, cette difficulté à être représentés les empêche de défendre correctement, à mon avis, parfois des intérêts qui ne sont pas seulement corporatistes. Donc il y a à ce que la profession s'organise mieux et comprenne que si elle est aussi centrale pour le contrat social, ce serait intéressant qu'elle se représente pas seulement en disant on veut plus d'argent, on est maltraité, etc. Et je termine en disant une chose par rapport à la question des professions paramédicales. Aujourd'hui, lorsque le gouvernement dit qu'il veut donner plus d'importance aux pharmaciens et aux infirmiers, il leur propose un niveau de rémunération autour de 50 €, tandis qu'il propose 1,50 € de plus aux médecins généralistes. Et évidemment, cette question d'être respecté, du coup, s'adosse à la question financière, alors qu'à mon avis, elle est beaucoup plus complexe. Michaëla Wiegand. Oui, j'allais un peu dans le même sens que Lucille, c'est-à-dire l'aspect financier. Je crois il est souvent, quand on a des débats sur une égale répartition, mis de côté, mais qui joue bien sûr d'autant plus. Et ça, pour avoir lu et vu beaucoup de reportages sur l'internat et sur la formation des médecins en France, leur formation, pas beaucoup, est vécue comme sacrificielle. Et on l'a vu notamment pendant les années Covid, c'est-à-dire ils ont l'impression qu'ils ont déjà tellement donné et qu'ils devait y avoir une sorte de juste retour. Et quand on veut les obliger de s'installer quelque part où ils n'ont ni famille ni attache, c'est vrai que ça peut paraître quelque chose de très brutal. Et j'avoue que c'est probablement mon éducation très, très libérale en Allemagne. Ça me paraît ahurissant, ça me paraît le propre d'une économie dirigée, mais et je me dis il doit y avoir d'autres moyens et notamment sur la formation de ne pas faire en sorte que ces jeunes arrivent dans leurs premières années et ont déjà l'impression d'être usés et fatigués et n'ont plus envie de travailler comme les anciens. Et ça, je trouve, c'est quand même, quand on lit sur les bizoutages, sur la façon aussi comment, notamment l'hôpital reste tellement hiérarchisé avec des rapports vraiment parfois un peu, je sais pas, pour moi, ça me choque que les internes ne mangent pas avec les stagiaires et les médecins en chef ne mangent pas avec... Enfin, il y a une répartition sociale qui me paraît d'une autre époque, alors que Béatrice a si bien dit que tout a changé. Les femmes sont arrivées, mais il reste un système de haut en bas et qui, je crois, aussi une raison pour ces difficultés et pour ces corporatismes très aigus, finalement. Ce système et le mandarinat a quand même, grâce à Dieu, beaucoup évolué. Mais si on veut savoir ce qu'il était dans les années 30 à peu près, il faut lire le livre de Léon Daudet, qui avait commencé sa médecine et même qu'il avait presque terminé, qui s'appelle Les Morticoles, qu'on trouve en tout cas facilement dans les bibliothèques. Je vous propose que nous passions au deuxième des sujets que nous avions envisagé d'aborder, celui du sommet du triangle de Weimar. Dans une intervention devant le think tank Globsec à Bratislava, en Slovaquie, le président français a assuré que notre pays apportait clairement son soutien à l'option d'une Ukraine ayant à terme sa place dans l'Alliance Atlantique et devant bénéficier de garanties de sécurité crédibles et tangibles. Il a également plaidé pour élargir le plus vite possible l'édifice bâti par les 27, façon d'envoyer un signal fort aux États d'Europe centrale les plus pressés d'accueillir Kiev et Chisinau.
Après quelques hésitations, Paris propose désormais d'ouvrir les négociations avec les 2 pays candidats dès la fin de l'année. En rejetant toute idée de cessez-le-feu ou de conflit gelé, le président contribue à clarifier le débat, rejoignant la position des Européens de l'Est. Nous avons perdu une occasion de vous écouter, leur a-t-il dit à Bratislava. Le lendemain, les représentants des 47 pays composant la communauté politique européenne se sont réunis en Moldavie. Née de la guerre en Ukraine pour donner une perspective à Kiev, la CPE, la communauté politique européenne, rassemble des États souverains qui, parce qu'ils habitent le même continent, font face à des problématiques communes, en matière sécuritaire ou énergétique notamment. Emmanuel Macron avait le 9 mai 2022 lancé l'idée de cette communauté politique européenne, arguant que l'Union ne peut pas être le seul moyen de structurer le continent. Au sein de ce nouveau club, tous les États sont sur pied d'égalité. Sur la question européenne, Emmanuel Macron a réitéré sa position d'ouverture à l'élargissement, appelant l'Union à repenser sa gouvernance et à inventer plusieurs formats pour répondre aux aspirations d'adhésion de pays d'Europe de l'Est et des Balkans. L'élargissement de l'Union a été de nouveau au menu d'un dîner de travail entre le président et Olaf Scholz à Potsdam, destiné à préparer la visite d'État d'Emmanuel Macron en Allemagne début juillet. Le chancelier se montre très prudent, les conditions pour l'adhésion sont les mêmes pour tous, répond Olaf Scholz, qui refuse d'évoquer le moindre passe-droit susceptible de favoriser l'Ukraine par rapport aux autres pays candidats. Lors d'un dîner de travail lundi à l'Élysée dans le cadre du triangle de Weimar, les présidents français et polonais et le chancelier allemand ont discuté de l'aide militaire et des garanties de sécurité à apporter à l'Ukraine. Le format dit de Weimar est une plateforme d'échange régulier entre Paris, Berlin et Varsovie fondée en 1991, 2 ans après la chute du mur de Berlin. Emmanuel Macron a confirmé que la contre-offensive de l'armée ukrainienne avait commencé, estimant qu'elle allait durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Il a ajouté « Nous avons intensifié les livraisons d'armes et de munitions, de véhicules blindés de soutien aussi logistique ». Et la réunion visait à coordonner les positions des 3 pays en amont d'un sommet de l'OTAN à Vilnius les 11 et 12 juillet et du Conseil européen des 29 et 30 juin. Sur cette question, Michaela Wiegel. Oui, je crois qu'on peut dire que 16 mois à peu près après le début de la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine, la France vit un double tournant de sa politique européenne et étrangère au sens large, c'est-à-dire Emmanuel Macron qui était pendant des années, on se souvient de son veto temporaire, mais son veto malgré tout sur pour parler d'adhésion avec les pays du Balkan occidental. Emmanuel Macron a plaidé à Bratislava pour un élargissement le plus rapide, le plus vite possible. Et il a même parlé d'une ouverture des négociations à la fin de cette année 2023. Donc, c'est une petite révolution, je dirais. Et il a explicitement pas parlé seulement de l'Ukraine et de la Moldavie, mais il a inclus dans cette nouvelle démarche les Balkans occidentaux. Donc, c'est tout à fait remarquable. Il a changé le discours. Il a dit que l'Union européenne doit désormais ancrer ces pays dans son espace européen, notamment parce que sinon, ils risquent, et on le voit d'ailleurs aujourd'hui au Kosovo et en Serbie, ils risquent d'être instrumentalisés par notamment la Russie. Et le deuxième tournant, c'est la relation à l'OTAN. Vous vous souvenez tous de son entretien dans The Economist où il avait déclaré que l'Alliance transatlantique était en état de mort cérébrale. À Bratislava, il a dit que la Russie l'avait réveillé par un électrochoc des plus brutaux. Mais ce qui est encore plus notable, c'est que Emmanuel Macron, qui en décembre 2022 à TF1 parlait encore des garanties de sécurité au bénéfice de la Russie, veut maintenant accorder des garanties de sécurité à l'Ukraine. Donc là, on parle de quelque chose qui est
avant une possible adhésion à l'OTAN de l'Ukraine, dont Emmanuel Macron, encore une fois, à Bratislava, n'a pas fermé la porte. Ça aussi, c'est une évolution assez notable parce que pendant tous les premiers mois du conflit armé, Emmanuel Macron avait parlé de ne pas humilier la Russie. Il avait toujours laissé son téléphone ouvert pour négocier directement avec Vladimir Poutine. Et on avait l'impression qu'il pensait pouvoir revenir à l'ordre international d'avant. Et aujourd'hui, on voit bien que l'objectif central, c'est d'éviter un conflit gelé. Il a exprimé ainsi lors de ce sommet du triangle de Weimar, il veut la victoire de l'Ukraine. Alors, ce qui est intéressant, c'est la réaction aussi bien allemande que polonaise, puisque pendant très longtemps, l'Allemagne de Olaf Scholz était sur la même ligne, c'est-à-dire plutôt accommodant, ouvrant la porte aux négociations avec Vladimir Poutine. Aujourd'hui, on voit que l'Allemagne, Olaf Scholz, est pris de vitesse par le tournant d'Emmanuel Macron. Vous vous souvenez aussi, en mai, quand il a lancé cette communauté politique européenne qui s'avère un succès au Parlement de Strasbourg, il avait encore parlé de l'élargissement comme un processus qui prendra des décennies. Aujourd'hui, il veut ouvrir à la fin de l'année. Donc, on voit bien que là, ça prend de vitesse et les Allemands. Et côté polonais, alors c'était intéressant d'observer, le président Duda est agréablement surpris, mais il n'ose pas croire que ce processus soit de longue durée. Donc, il essaye de tester la fiabilité, notamment en demandant de préciser ce que la France est prête à donner. Et je crois qu'on va voir à l'occasion du sommet de Vilnius de l'OTAN, on va voir si réellement la France est prête à donner des garanties de sécurité. Béatrice Gibelin. Il est incontestable que les 16 mois de guerre et le comportement, évidemment, de la population ukrainienne et de l'armée ukrainienne obligent à revoir considérablement la situation. Rappelons-nous qu'en février 2022, personne n'imaginait que l'Ukraine allait résister de cette façon-là. Même si, depuis 2014, les États-Unis et le Royaume-Uni aidaient à former correctement l'armée ukrainienne. Ça, c'est indéniable. Néanmoins, la représentation qu'on avait de l'armée russe et de sa puissance, surtout qu'on avait augmenté son budget et qu'on mettait en valeur toutes ces belles armes qui allaient être destructrices pour le reste de l'humanité ou presque, on la pensait véritablement puissante. Et je pense que dans l'évolution d'Emmanuel Macron, qui est absolument incontestable, c'est de prendre conscience de l'enjeu du rapport de force aujourd'hui. Et que la Chine, qui soutient pas plus que ça, en fait, parce qu'elle n'envoie pas d'armes, la Russie, mais ça fait quand même un ensemble de dictateurs qui menacent un ensemble qui est un ensemble de démocraties. Donc, on est sur une reconfiguration, je crois, des rapports de force géopolitiques, pas seulement au sein de l'Europe, mais d'une façon beaucoup plus large. Donc, c'est un changement majeur. Le retour de l'OTAN, oui, parce que pour l'instant, on n'a rien d'autre. Mais ce qui ne veut pas dire à terme qu'on n'est pas forcément... à Dieu ne plaise que Trump ne soit réélu, et qu'on ait de nouveau des États-Unis qui s'éloignent. La préoccupation des États-Unis reste la Chine, majoritairement. Et donc, dès qu'on pourra relâcher la pression sur l'Europe, on le fera. Donc, l'idée d'avoir une défense européenne, projet porté par Emmanuel Macron depuis son arrivée au pouvoir, reviendra, à mon avis, à un moment ou à un autre, et que même si les puissances les États de l'Est de l'Europe ou l'Allemagne sont pieds et poings liés sur l'idée que l'OTAN nous suffit, je suis sûre que ce sera obligé de bouger. Donc c'est un changement extrêmement important que de donner des garanties à l'Ukraine. Parce qu'on sera dans un autre
dans une autre configuration. Je crois qu'il faut vraiment penser qu'un jour ou l'autre, ça sera plus du tout la même chose. Pendant la guerre froide, c'était 300 000 soldats américains qui étaient sur le continent européen. Aujourd'hui, c'est à peine 100 000. Bon, et encore, ça a été relevé. Donc, je pense qu'il faut le prendre en compte. Et puis, un autre changement aussi qui est très important et qui permet peut-être à Emmanuel Macron de faire ce changement, c'est que l'Allemagne a changé. C'est-à-dire que l'attitude pacifique de l'Allemagne depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, elle a complètement changé. Donc à partir de ce moment-là, Emmanuel Macron n'est plus le seul président français à penser la nécessité d'une défense. Et je crois que c'est un changement extrêmement important et que ces nouveaux rapports de force obligent les Français à penser les choses autrement. Quant à intégrer rapidement les Balkans occidentaux dans l'UE, parce que dans l'OTAN, certains y sont déjà, dans l'UE, ça, j'ai beaucoup de doutes là-dessus. Surtout qu'un certain nombre d'entre eux ne veulent plus y venir. Isabelle de Goulmin. Oui, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a un parallèle entre les discussions autour de l'OTAN et les discussions autour de l'UE par rapport à tous ces pays. Donc finalement, il y a peut-être un rapprochement qui est en train de se faire au niveau militaire de l'Europe, mais par le biais de l'OTAN, ce qui est à la fois paradoxal et puis finalement pas si étonnant que ça. Alors, par rapport à l'UE, effectivement, c'est incroyable. Si on avait pensé, après le Brexit, qu'on allait de nouveau augmenter comme ça le nombre de membres de l'Union européenne, enfin, personne ne l'aurait cru. Donc là, il y a quand même quelque chose qui se passe qui est vraiment intéressant. Et peut-être que ça vaut le coup de faire de l'histoire parce que, du coup, on voit mieux vers quoi on va. Parce que si on prend l'histoire longue de l'Union européenne, on a d'abord eu dans les années 70, on prenait les pays d'Europe du Nord, de l'Ouest, industriels. Ça, c'était le premier rassemblement. Ensuite, on y a mis dans les années 80 les pays méditerranéens plutôt agricoles, qui d'ailleurs souvent sortaient de dictatures, et donc on les a plus ou moins intégrés. Ensuite, dans les années 90, des pays plus prospères d'Europe du Nord aussi. En 2000, les premiers pays qui venaient de l'Europe communisme. Et alors là, en 2020, on se retrouve avec quelque chose quand même de complètement différent. Et moi, je trouve qu'il faudrait quand même qu'on fasse peur. Alors, je ne sais pas s'il faut interdire aux pays baltes de venir en Europe, je ne pense pas. Mais en tout cas, on s'apprête, ou on veut intégrer des pays qui sont très faillibles, enfin, qui vont pas bien, avec des États, je veux dire, des États qui sont très faillibles, qui sont très corrompus, avec quand même une conception de l'État de droit qui est pas encore tout à fait claire, et puis surtout très nationaliste, plus que la Pologne et la Hongrie, où c'est un nationalisme, on va dire, de bonne aloi, enfin bon, plus ou moins, mais là, quand même, si on prend la Serbie, c'est pas rien. Donc, par rapport à ça, je trouve qu'il serait temps de se poser la question de comment on va les intégrer, et c'est quoi la future Union européenne, parce que on va pas pouvoir juste changer un peu la gouvernance. Je pense qu'effectivement, il faut se poser la question, et ça marche d'ailleurs aussi pour la Hongrie, du respect de l'état de droit de tous ces pays. Et ça, c'est quand même des valeurs fondamentales de l'Europe. Il faut absolument pas qu'on glisse là-dessus. Le problème du droit de veto, de façon à ce qu'on ne bloque pas l'Europe avec des droits de veto qui ne sont pas praticables. Et puis, peut-être dès 2024, se poser la question de commencer à élire des espèces de co-parlementaires de ces pays qui peuvent un peu finalement devenir un peu s'habituer et s'acclimater au climat, enfin à cette Europe-là qu'on a construit, parce que c'est quand même pas évident de s'y mettre d'un seul coup, et quand même le gap, on va dire, de civilisation est assez important. Mais je pense qu'on a quelque part pas tellement le choix, parce que effectivement les États-Unis, leur problème c'est la Chine. Je sais pas si vous avez lu, il y a un formidable interview de Kissinger dans The Economist, je crois que c'était il y a 20 jours, où en fait il raconte que finalement on est comme en 1914 et c'est les États-Unis et la Chine. Donc eux ils ne regardent pas l'Europe. Donc c'est vrai qu'il faut qu'on se prenne un peu en main. Lucille Schmitt. Oui, moi je pense que ce qui est très intéressant dans le contexte actuel, c'est que Emmanuel Macron a toujours été Emmanuel Macron l'Européen. Je rappellerai qu'en septembre 2017, il fait son grand discours de la Sorbonne, il fait aussi un grand discours en Grèce. Et maintenant, Emmanuel Macron l'Européen est devenu un autre Emmanuel Macron l'Européen. C'est-à-dire que c'est plus l'Emmanuel Macron de l'Union européenne, c'est l'Emmanuel Macron de la communauté politique européenne, c'est l'Emmanuel Macron de l'OTAN, et c'est l'Emmanuel Macron qui dit on peut à la fois élargir et approfondir, et qui fait ça d'ailleurs en lien avec Annalena Baerbock, la ministre des Affaires étrangères allemande, qui dit on va faire les amis de la majorité qualifiée. C'est-à-dire que par rapport aux questions qui se posent, s'il faut
élargir, il faut évidemment approfondir et faire en sorte que ça ne devienne pas le club de la paralysie. Et donc, en ce sens, les enjeux de politique étrangère, les enjeux de fiscalité, qui ont toujours été des enjeux nationaux, seraient transposés à l'échelle de l'Union européenne. Et puis, je crois qu'Emmanuel Macron a aussi la capacité à poser les questions économiques. Et il faut quand même dire une chose, comme le disait Isabelle de Golemin, si on intègre les Balkans, si on attaque l'Ukraine, la Moldavie, ce qui se passe, c'est que le Portugal lui-même sera contributeur net au niveau européen. Donc ça modifie complètement les équilibres économiques. Et ça, il faut s'y intéresser avant même, évidemment, de tout élargissement réel. Je voulais aussi rappeler qu'un élargissement, ça peut se gérer dans le temps, puisque je vous rappelle aussi que, par exemple, on a promis à la Turquie, dès les années 60, qu'elle intégrerait un jour l'Union européenne, et je crois que c'est devenu hors de proportion. Mais ce qui est très intéressant, c'est quand même l'idée qu'aujourd'hui, quand on veut penser l'Europe dans une géopolitique qui est profondément différente, on ne peut plus la penser seulement au niveau d'une Union européenne qui est trop structurée autour de la norme, du droit et pas assez de la politique. En ce sens, l'idée qu'il y ait un pilier européen à l'OTAN, c'est très intéressant parce qu'effectivement, c'est un principe de réelle politique. Lorsque Joe Biden ne parle pas seulement de la Chine, il dit « moi, je dois d'abord lutter contre Donald Trump au niveau interne et je dois aussi lutter contre l'immigration qui vient d'Amérique latine. Et donc, je suis dans une situation où, évidemment, je soutiens l'Ukraine, mais rappelez-vous que j'ai plusieurs fronts, une conflictualité qui est d'abord interne. » Et en ce sens, Emmanuel Macron, moi, ce qui me frappe, c'est sa plasticité, sa capacité à faire mouvement sur le front européen et sa difficulté à faire mouvement sur le front national. Je trouve que c'est intéressant. C'est-à-dire que d'une certaine façon, moi, j'ai toujours ressenti le fait qu'il était assez visionnaire sur le front européen et qu'il y était beaucoup plus politique que sur le front national. Et puis, je terminerai en disant une chose, c'est que ça suppose évidemment de réactiver des alliances, parce que ce mouvement d'Emmanuel Macron, il est, comme ça a été rappelé par Michaela Wiegel, très subi. Et il faut y croire. C'est-à-dire que le sujet, c'est est-ce que c'est un mouvement de moyen terme et comment on construit les choses, non pas seulement dans le discours, mais dans les actes. Avec Emmanuel Macron, c'est toujours un sujet de magnifiques discours, qui a une vraie prise de mouvement, mais comment est-ce que les actes ensuite vont suivre ? Michaela Wiegel. Je crois en tous les cas, cette plasticité, ce terme me plaît, rapproche de facto la France et l'Allemagne. Quand on relit aujourd'hui le discours de Prague du chancelier Scholz, où il a parlé justement de la majorité qualifiée et tout cela, qui était très mal reçu à l'époque en France, parce qu'on trouvait que ce n'était pas assez franco-allemand, mais finalement, c'est exactement ce que dit le président Macron aujourd'hui. Et je voulais juste dire une toute petite chose sur l'attitude allemande, parce que même en Allemagne, le narratif, en quelque sorte, est un peu faussé. Je voudrais rappeler qu'il y a toujours eu un écart entre le gouvernement et l'opinion publique. L'opinion publique reste assez pacifiste, mais en revanche, jusqu'à la chute du mur, on était un des pays qui dépensait de plus pour leur défense. On avait jusqu'à 3% de notre PIB pour la défense. Donc, on était très armés. On avait aussi une très grosse armée à l'époque, et c'est vraiment venu après l'heureuse, paisible changement qui a amené la réunification, qu'on pensait que c'était la dividende de la paix qui allait maintenant pouvoir être encaissée. Je vous remercie. Je vous propose que nous passions à la dernière séquence de cette émission, celle des brèves, que j'ouvrirai en rappelant qu'à Annecy, le 8 juin, un Syrien demandeur en France d'un asile qui lui avait été refusé car il l'avait déjà obtenu en Suède, ce Syrien a poignardé 4 enfants et 2 adultes. Il a été mis en fuite par un jeune homme. Et l'acte courageux de ce garçon a d'abord été commenté avec admiration, puis quand il a été su qu'il s'agissait d'un jeune catholique effectuant un pèlerinage d'une cathédrale à l'autre, les réseaux sociaux et certains journaux se sont employés à présenter de ce garçon une image toute différente de celle qui avait d'abord été partagée. De ceux qu'il appartient aux scouts d'Europe, créé en opposition à la modernisation du scoutisme et marqué par le conservatisme, de ce qu'il portait un t-shirt arborant le drapeau français, de ce que le flocage de ce t-shirt avait été réalisé par une entreprise qui avait aussi travaillé pour la police, et plus précisément pour le RAID, de ce que son père travaille pour une entreprise internationale de la transformation digitale, autrement dit du big data,
de ce que l'un de ses cousins occupe un poste au service national universel, de ce que lors des interviews qu'il a données après le 8 juin, le jeune homme a affirmé sa foi catholique et son admiration pour le lieutenant-colonel Beltrame, de ce qu'une partie de la droite et de l'extrême droite s'est livrée à une entreprise de récupération de son geste, des commentateurs ont conclu qu'il y avait du louche dans l'acte d'Henri d'Anselme. Il se trouve que ces derniers temps, la question de la fin de vie fait l'objet d'un débat de société et que l'on propose différentes mesures. Je souhaiterais que l'on en ajoute une à l'intention de ceux qui se sont employés à réduire les faits à leur idéologie ou à leur fantasme, que chaque citoyen puisse signer, faire connaître et même déposer dans un lieu officiel un document qui dirait « Au cas où mes enfants mineurs et moi-même serions agressés par une personne armée d'un poignard, je refuse absolument que nous soyons sauvés par un catholique traditionnaliste. » Michaela Wiegel. Difficile d'enchaîner là. Moi, je voulais parler d'une excursion que je trouvais enchanteuse, dans la vallée de la Chevreuse. Il y a à Saint-Rémy une maison qu'avait construit ensemble la sculptrice d'origine hongroise Marta Pan et l'architecte d'origine polonaise Andrzej Wogencki, qui était un des élèves de Le Corbusier. Et c'est dans son parc, dans son jus. Et c'est vraiment... Alors, il faut s'inscrire avant, mais c'est vraiment une découverte de pouvoir visiter cette maison qui est restée vraiment préservée avec tous les meubles, la cuisine, enfin... Tout est encore à l'état d'origine avec beaucoup de sculptures, notamment dans le magnifique jardin. Et donc, pour tous ceux qui veulent fuir Paris, je recommande vivement cette visite. Béatrice Gibelin. Eh bien, moi, c'est l'ouvrage d'Alain Frachon, qui est un des éditorialiste du Monde sur la chronique internationale, et qui est Un autre monde, ça s'appelle, et L'ère des dictateurs en sous-titres. C'est publié chez Perrin, et c'est en fait 10 ans de ces chroniques, de 2014 à fin 2022, donc 9 ans, et sur les changements du monde, les basculements du monde. Et quand on apprécie, qu'on est nombreux, les chroniques d'Alain Frachon, en si peu de mots, réussir à décortiquer une situation, à la mettre en perspective, c'est extrêmement intéressant de les repasser. Soit on peut les prendre avec une thématique, lire par exemple toutes les chroniques qui concernent la Chine et on voit une évolution, ou celles qui concernent Vladimir Poutine ou Trump, mais c'est vraiment un régal. Quel savoir-faire et quel journaliste. Isabelle de Goleman. Alors moi, je ne vais pas parler de catholicisme comme vous, cher Philippe, mais de judaïsme. Et pour un livre qui est déjà paru il y a quelque temps, mais que je viens de découvrir, donc je vais vous en parler, du prix Nobel polonais, Olga Tokarczuk, c'est les livres de Jacob. C'est un livre formidable, alors qui est très, très, très gros et très compliqué. Parce qu'en plus, elle l'écrit parfois à l'envers, un peu, c'est un mode hébraïque, donc c'est assez compliqué. Ça commence en 1752 à Rohatyn et ça finit dans la Pologne de la Shoah. Et ce que je trouve très intéressant, c'est d'ailleurs, elle le dit elle-même, c'est que pour une fois, des Polonais ne parlent pas des Juifs uniquement avec la Shoah. Et qu'on découvre une civilisation juive absolument extraordinairement riche, importante, et qui a eu aussi sa période des Lumières, puisqu'il s'agit d'un réformateur juif qui voulait, avec la Kabbale, etc., complètement réformer la religion et de tout ce que ça a provoqué comme soubresaut, y compris d'ailleurs dans le catholicisme polonais. Mais voilà, c'est passionnant, intéressant, un petit peu difficile, donc il faut s'accrocher, mais quand on s'accroche, ça vaut le coup. Merci, Lucille Schmid. Oui, moi je voulais parler du dernier roman d'Alice Ferney qui s'appelle Deux innocents et qui est absolument bouleversant. Il met en scène en fait 3 femmes, c'est une sorte de tragédie grecque. L'une qui est professeure Claire dans un établissement en fait pour jeunes handicapés, plutôt trisomiques en fait. Et puis la mère d'un enfant qui s'appelle Gabriel, avec laquelle Claire a une relation très forte. Et puis la directrice de cet établissement. Et en fait, c'est un roman de l'anti-politiquement correct et de la manière dont on met des étiquettes. C'est-à-dire que Claire va nouer une relation forte avec cet étudiant.
Et puis, il va se passer une espèce d'enclenchement de conséquences très négatives avec le suicide de l'étudiant et un procès. Et au fond, tout ce qui est dénoncé dans une grande subtilité dans ce livre, c'est la façon dont, aujourd'hui, un peu comme le disait Philippe, on met des étiquettes grâce aux réseaux sociaux. On est forcément coupable si on a eu une sorte d'élan d'affection par rapport à un jeune handicapé. Quand on est une mère, quand on perd le lien avec son fils, on va aller au procès. Et donc, c'est sur toute la difficulté dans l'époque dans laquelle nous sommes de vivre ces émotions et de vivre la nuance et de vivre, au fond, le principe de réalité par rapport aux étiquettes qui sont factices. Et je trouve que c'est merveilleux. Enfin, ce roman est merveilleux. Je vous remercie. Je remercie Sophie Jacquin, avec qui cette émission a été préparée. Benoît Carré, qui en assure le compte-rendu analytique, le compendium. Nicolas Tourneau, qui modernise notre site et aussi nos plateformes de diffusion. Olivier Magloire, qui lui veille à répondre à toutes vos questions sur votre participation financière qui est hautement souhaitée et qui est pour nous une garantie importante. Et puis Mathéo Gillet, qui a enregistré cette émission pour le studio L'Arrière-Boutique, tandis que Julien Neuville et Nouvelles Écoutes la produisent. Je vous donne rendez-vous mercredi pour la suite de nos conversations avec Brigitte Lefebvre, ancienne directrice de la danse à l'Opéra de Paris. Et puis dimanche prochain, pour notre 300e émission en public à l'École alsacienne autour de notre prix Nobel de physique, Alain Aspect, émission en public à laquelle vous pouvez, il est même nécessaire si vous souhaitez venir, que vous vous inscriviez. Vous trouverez très facilement sur notre site le lien qui vous permet cette inscription. Merci beaucoup, à dimanche prochain.